Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. L'invité aujourd'hui, c'est Yves Lignon, grâce à la sortie de son livre « La vie et après », publié aux éditions Le Papillon Rouge. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Yves Lignon, bonjour, merci d'être avec nous, merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Et c'est la première fois. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah ben j'espère. Vous avez publié un ouvrage, La vie après, publié donc aux éditions Le Papillon Rouge. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Quel est le principal message de cet ouvrage? Oh, je ne sais pas si je donne un message. Mais enfin, j'arrive au soir de mon existence quand même. Oh, quand même. Je ne suis plus un jeune perdreau de l'année. Et depuis 40 ans, j'étudie ces faits qu'on appelle paranormaux. Et dans mes livres précédents, je me suis surtout acharné à montrer que ces faits étaient bien réels, que le paranormal existe. Et puis maintenant, j'en suis arrivé à me dire que, après tout, derrière l'existence des phénomènes paranormaux, il y a des questions, il y a peut-être une grande question, et il ne faudrait plus avoir peur de la mettre en avant, cette question. Tout à fait. Et la question, c'est la vie après la vie. Oui. Enfin, bon, il faut bien que les éditeurs choisissent des titres, et oui. J'étais assez d'accord. Mais cette question, c'est celle de l'existence de la conscience humaine, et donc une conscience qui pourrait continuer d'exister, même après le moment où la tombe se referme. Mais Yves Lignon, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la parapsychologie, à tous ces phénomènes? C'est une grande question. Oui. C'est une interrogation éternelle qu'on me pose toujours quand je suis derrière un micro. Bon, disons qu'il y a eu au départ, il y a bien longtemps, une attirance pour le fantastique, le cinéma, la littérature, même la peinture. Mais je pensais que tout ce dont on parle, par exemple, dans un scénario de film fantastique, c'était de l'imagination. Et que c'était du matériel pour créateurs littéraires, pour scénaristes. Et puis, il se trouve qu'au début de ma carrière, il y a bien longtemps, puisque c'était vers 1970, j'ai eu l'occasion d'enseigner en Grande-Bretagne. Et c'est là que j'ai découvert que tous ces phénomènes que je pensais imaginaires faisaient en réalité l'objet d'études scientifiques très sérieuses depuis à peu près 150 ans, depuis le milieu du 19e siècle. Et donc, je me suis jeté à l'eau. Oui. Et donc, vous êtes tombé dans le pot, quoi. Oui, mais c'était au départ vraiment une affaire de curiosité intellectuelle, quoi. Ah ouais. Je me disais, puisque on étudie ça aux États-Unis, puisque par exemple aux États-Unis, le premier laboratoire de travail sur la voyance et la télépathie a été fondé un peu avant 1930, puisqu'on étudie ça en Grande-Bretagne, où en Grande-Bretagne, il y a dans une dizaine d'universités, on peut faire des thèses sur le paranormal. Bien sûr. Puisque en Allemagne, il existe un institut qui emploie 40 chercheurs à plein temps, 40 chercheurs dont c'est le métier. Après tout, pourquoi pas en France? Et j'ai commencé, tout simplement. Quel est le phénomène qui a attiré le plus votre attention? Si je devais être un chercheur spécialiste, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les phénomènes de voyance et l'action des guérisseurs. Mais c'est peut-être là aussi un effet des circonstances, parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui vivaient des phénomènes de voyance extrêmement intenses, ou bien parce que j'ai rencontré des guérisseurs qui étaient des gens très ouverts et qui eux aussi avaient des capacités tout à fait particulières.
J'ai aussi quelquefois enquêté dans des maisons qu'on appelle hantées. Hein. Oui, oui. Mais franchement, ça m'intéresse moins que la voyance ou les guérisseurs. Oui, justement, nous avons fait une émission avec le château de Fougeray récemment. Oui. Vous me parlez de maisons hantées. Paraît-il qu'à Toulouse, il y a justement une maison hantée. Alors, à Toulouse, il y a une maison qui a la réputation d'être hantée. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être hantée pour de bon. Et c'est vrai qu'elle a tout pour plaire. Elle a tout pour plaire pour amateurs de films de fantômes. Hein. Parce que elle a un caractère gothique, comme on dit. Elle était relativement isolée. Mais tout ça, il faut le raconter au passé. Parce que tant qu'elle a été inhabitée, c'est vrai que des rumeurs terribles couraient. Tant qu'elle a été au bord d'un terrain vague, ces rumeurs étaient renforcées. Et puis maintenant, bon, elle a été aménagée, on a fait des appartements, on a construit un immeuble moderne à Toulouse, et plus personne n'en parle. Et donc, déjà, elle n'est pas aussi hantée que cela. Et ensuite, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'à l'époque où on disait qu'on voyait des lumières, qu'on entendait des bruits, c'est tout simplement parce que cette maison qui donc était à l'abandon servait de dortoir pour des personnes en difficulté. Ah d'accord. Qui faisaient du feu sur les planchers. Alors je suppose qu'en tant qu'étudiant, vous avez étudié ces phénomènes, ces expériences de très très près, vous vous êtes forgé une opinion. Ah oui, pour moi, les phénomènes paranormaux sont une réalité. C'est aussi réel, le paranormal, que la pluie et le beau temps. Hein. Je ne me considère que comme un petit ouvrier de la science. On me présente souvent en disant que je suis un mathématicien. En réalité, ma spécialité sont les mathématiques appliquées. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, tout au long d'une carrière qui a été longue, parce que j'ai eu la chance d'être prof de fac très jeune. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai collaboré à des recherches avec des médecins, avec des biologistes, avec des psychologues, même avec des historiens ou des géographes. Donc, je suis une espèce d'ouvrier de la science, mais je ne suis pas un prix Nobel. Mais à propos de ce qu'on appelle le paranormal, j'ai un avantage sur les prix Nobel, c'est que moi, j'ai étudié le dossier pour de bon. Tout à fait. Et donc, je pense d'ailleurs que toute personne qui étudie le dossier sans a priori, eh bien, arrive à la même conclusion. Oui, depuis 150 ans, même un peu plus maintenant, dans le monde entier, on a mené des enquêtes sur le terrain. Après les enquêtes sur le terrain, on a fait des expériences. Et tout ce travail montre que oui, que la voyance, que les maisons hantées, ce sont des réalités. Alors, donc, vous avez étudié les phénomènes juste les uns après les autres. Par exemple, parlons des NDE. Que vous inspire justement le cas Pamela Reynolds? Nous l'avons évoqué à ce micro avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Le cas Pamela Reynolds, c'est quelque chose quand même. Oui, Pamela Reynolds, c'est le cas le plus extrême à propos des NDE, puisque Pamela Reynolds était en état de mort clinique. Et ça, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Moi, dans le livre dont nous parlions en commençant, je parle d'une vingtaine de cas que j'ai étudiés, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens qui avaient vécu ces aventures, j'ai enquêté, j'ai croisé leurs récits avec ceux de certains témoins, donc je n'ai pas eu de cas aussi exceptionnel que celui de Pamela Reynolds. Mais bon, même s'il n'y avait que Pamela Reynolds, ça suffirait bien pour prouver qu'il y a un problème scientifique. Tout à fait. Alors le témoignage du docteur Eben Alexander, qui a vécu une NDE, qui a complètement justement révisé sa façon de voir les choses et qui a témoigné dans le grand colloque de Marseille organisé par Sonia Barcala. Voilà, alors c'est un colloque auquel malheureusement je n'ai pas pu assister pour des raisons d'ordre familial, parce qu'à l'origine il était prévu que je sois présent. Bon, j'étais en tout cas présent au premier colloque. Oui, nous aussi, oui. Par Sonia à Martigues. Martigues. Et évidemment, le témoignage du docteur Eben Alexander, c'est assez énorme, parce que lui, en plus, il dispose des moyens intellectuels qui lui permettent de réfléchir à ce qu'il a vécu. Tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. C'est un beau témoignage, hein? Ah oui, c'est un témoignage. Là aussi, c'est
quant au phénomène vécu, c'est peut-être pas aussi fort que ce qu'a vécu Pamela Reynolds, mais quant à l'étude, ma foi, c'est tout à fait exceptionnel. Oui. Alors parlons de la réincarnation. La réincarnation a été étudiée en son temps par le docteur Ian Stevenson. Oui. Il a étudié de nombreux cas et en a sélectionné des milliers de cas, oui. Et il en a sélectionné quelques-uns qui ne pouvaient être expliqués que par la réincarnation. Quelle est votre position sur ce dossier de la réincarnation? Je crois que Ian Stevenson était quand même un peu plus prudent. C'est vrai qu'il a sélectionné finalement une vingtaine de cas, c'est le titre de son premier livre, une vingtaine de cas qui selon lui posaient le problème de manière indiscutable. Mais jusqu'à la fin de sa vie, dans les interviews qu'il donnait, quand on lui demandait est-ce que vous pensez avoir prouvé l'existence de la réincarnation, il répondait tous les cas que j'ai étudiés emportent ma conviction. Mais aucun d'entre eux ne constitue une preuve radicale et définitive au sens scientifique. Il y avait cette profonde honnêteté chez Ian Stevenson qui c'est tout à fait admirable. Il disait moi je suis convaincu, mais je sais bien que je n'ai pas encore la preuve. Vous avez un exemple à nous donner? Oui, alors dans mon livre justement, je présente deux cas de réincarnation qui me sont venus, des gens qui m'ont envoyé leurs témoignages, puis je les ai rencontrés, j'ai enquêté, etc. Donc deux cas seulement, parce que finalement je n'ai eu moi que deux cas. Deux cas tenant la route, beaucoup plus de témoignages de réincarnation, mais il m'a semblé ne pouvoir en retenir que deux. Bon, il est vrai que je n'ai jamais eu les moyens d'Ian Stevenson, je n'ai jamais eu la possibilité d'enquêter à l'américaine, de me déplacer dans le monde entier avec des équipes de traducteurs. Donc, enfin, j'ai gardé ces deux cas. Le premier est assez léger, mais il y a un fondement quand même. Mais donc on peut surtout parler du second, qui est super parce qu'il s'agirait d'une réincarnation du général Cambronne, celui de Waterloo et du mot de 5 lettres, et d'une réincarnation qui a été découverte petit à petit par celui qui est venu témoigner. Il y a eu une succession de hasards, il y a eu des rêves, il y a eu une promenade justement sur le champ de bataille de Waterloo, il y a eu la découverte d'un tableau dans un musée, et puis finalement, effectivement, de tout ce puzzle, tous ces morceaux de puzzle un peu bizarres qui semblaient ne rien avoir les uns avec les autres, au contraire, se sont mis en place d'une manière très harmonieuse, et c'est vrai que l'hypothèse qui restait, qui n'est qu'une hypothèse. Mais l'importance n'est pas que ce soit une hypothèse, c'est que la présence de cette hypothèse devienne incontournable. Bien sûr. On ne peut pas la rejeter. On ne peut pas dire on fait comme si... non. L'hypothèse est là. Et donc l'étape suivante, dans le fond c'est aussi ce que disait Ian Stevenson à sa façon, c'est d'aller plus loin à partir de cette hypothèse. Et donc pour ce monsieur, eh bien la seule hypothèse qui rend cohérent l'ensemble des événements qu'il a vécu, c'est qu'il est la réincarnation du général Cambronne. Et vous avez rencontré, vous, des cas comme ça en France, enfin, peut-être pas aussi pointus, mais je veux dire des cas de gens qui se souvenaient de leur vie passée? Oui, des récits de vie antérieure, j'en ai eu, y compris sous hypnose. Mais, j'ai l'exigence d'un prof de maths, quand même, même si j'ai fait des mathématiques appliquées, et il m'a semblé que pour un livre comme celui que je viens de publier, je ne pouvais en retenir que deux. Mais ça suffit largement. Oui. Est-ce que c'est fiable, justement, l'hypnose pour retrouver ses vies antérieures? Ça, c'est difficile à savoir, parce que l'hypnose à propos de vie antérieure, c'est souvent pratiqué par des gens qui sont à la limite du charlatanisme, sinon pire. Et donc, ça peut surtout faire des dégâts. Ah oui. Il ne faut pas oublier finalement que le premier exemple de récit de réincarnation qui a attiré l'attention, en réalité c'était du bidon, c'est l'affaire de Bridey Murphy en 1956. Ah oui, dont le livre qui est sorti à cette époque-là. Le livre, d'ailleurs je crois que le livre se vend toujours avec succès, mais malheureusement c'était de l'arnaque. À la recherche de Bridey Murphy. À la recherche de Bridey Murphy. Oui, je me souviens. Et c'était une arnaque complète, quoi. Ah oui, c'était une arnaque complète.
d'origine vivait encore aujourd'hui, peut-être qu'il serait producteur d'émissions de télé-réalité, vous voyez. C'est à peu près le niveau du personnage. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Yves Lignon qui a publié un ouvrage, La vie et après, aux éditions Le Papillon Rouge. Quels sont les autres phénomènes que vous avez étudiés, Yves Lignon? Je pense à la voyance, à la synchronicité, à la transcommunication, à l'écriture automatique et d'autres phénomènes. Bon, alors la transcommunication, par exemple, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu l'étudier. Enfin, les choses restent ouvertes. Et tout simplement à cause du comportement des transcommunicateurs eux-mêmes. Moi, je les aborde en scientifique neutre. Oui. Et un scientifique neutre, malheureusement, les transcommunicateurs n'en veulent pas. Ils veulent un scientifique qui a déjà des a priori favorables. Or, un scientifique qui a des a priori favorables, ça n'est plus un scientifique. Donc c'est tout à fait dommage, mais enfin j'ai quelquefois rencontré des groupes de transcommunicateurs qui avaient une attitude très hostile, mais j'ai quelques relations avec certaines personnes et j'espère qu'un jour on me fournira ce que je demande, c'est-à-dire des enregistrements bruts que je pourrais soumettre à un laboratoire d'acoustique qui est aussi neutre que moi. Tout à fait, ouais. Et si nous entendons des voix identifiables à des voix de personnes décédées, nous le dirons haut et fort à ce moment-là. Mais pour cela, il faut que les transcommunicateurs fassent un effort et nous fournissent le matériel dont nous avons besoin et ne nous répondent pas comme on me le fait 9 fois et demi sur 10. Écoutez, on va vous envoyer des montages parce que c'est plus simple. Non, des montages, c'est pas une réponse. Et en écriture automatique? Alors, l'écriture automatique, j'ai eu quelques cas. En particulier, il y a une trentaine d'années, 35 ans, j'ai eu un cas qui m'a semblé tout à fait exceptionnel, peu après le décès de Jacques Brel. Il y a une jeune femme qui prétendait être en relation avec Jacques Brel et qui, sous écriture automatique, ne rédigeait que des choses qui ne pouvaient être connues que par les proches de Jacques Brel, mais les très proches. Oui. Ça consistait des détails de vie privée. Malheureusement, face à un cas aussi passionnant, le problème qui se pose, c'est celui du manque de moyens. Elle habitait à 200 km de mes bases de Toulouse. C'est pas le bout du monde, mais c'est déjà trop loin quand on a un budget de fonctionnement qui était à l'époque de l'équivalent de 400 € par an. En effet. Donc on ne pouvait pas faire un suivi, on ne pouvait pas la rencontrer aussi régulièrement que nécessaire. Et avec le groupe qui travaille avec moi, nous en sommes restés à dire seulement oui, il y a un problème, mais ce problème, dans le fond, nous n'avons pas les moyens de l'étudier à fond. Est-ce que dans un autre domaine, vous avez eu des cas de transport d'objets? Non, jamais. Pas des objets qui bougent dans la pièce, mais des échanges, des transferts. Oui, des objets qui apparaissent. Oui. Bon, alors non, mais il y a un cas en Belgique en 1993 qui a été étudié par un de mes amis et correspondants, qui est professeur de physique. Il y a eu là effectivement des apparitions d'objets et la qualité de l'enquête qui a été menée à la fois par ce physicien et par la police, on a pensé qu'effectivement le phénomène était bien authentique. Ben écoutez, je vous parlerai d'un cas hors antenne tout à l'heure. Oui, moi, je continue de récolter, d'entasser des témoignages et éventuellement de les étudier dans la mesure où c'est matériellement possible. Bien sûr. Alors, comme nous le disions avec Jacqueline Bousquet et le docteur Jean-Jacques Charbonnier, à ce micro, il y a d'un côté les scientistes et de l'autre côté les véritables scientifiques qui sont des découvreurs, des gens ouverts. Et qui... Oui, on peut dire les choses comme ça, effectivement.
le scientisme, c'est une idéologie, alors que la véritable démarche scientifique est laïque, si on peut dire. Hein. Elle est indépendante de tous les systèmes philosophiques ou religieux. Mais malheureusement, il faut bien dire que les scientistes n'ont pas toujours tort. Et que quand ils critiquent certains travaux, certaines investigations, mais quelquefois ils mettent le doigt là où ça fait mal. Oui. C'est vrai, mais d'un autre côté, les scientifiques se doivent d'être ouverts et d'être des découvreurs. Oui, c'est ça, absolument. Un scientifique se doit d'être ouvert à toutes les hypothèses, aussi folles qu'elles soient. Oui. Mais il se doit aussi d'être d'une rigueur excessive, d'être une rigueur pathologique au moment d'étudier ces hypothèses. Et ça, quelquefois, je vais me répéter, mais quand des opposants disent ben là, vous avez manqué de sérieux dans votre travail, ils ont raison. Non, il faut être rigoureux, mais oui, absolument. Rigoureux de manière maladive, ça aussi, peut-être raison. Pour autant, il faut rester ouvert et puis être curieux. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on s'éclairerait encore à la bougie, hein. Oui, bien sûr, il faut rester ouvert. Écoutez, là, il y a une illustration très simple de ce besoin d'ouverture. C'est la mésaventure de quelqu'un qui était un ami très cher, qui est aujourd'hui décédé. C'est Jacques Benveniste, qui était un médecin, qui était nobélisable, parce qu'il avait travaillé sur l'allergie. Donc, vous voyez, c'est un médecin tout à fait classique, qui a fait des découvertes relatives à l'homéopathie, ce qu'on a à une époque appelé la mémoire de l'eau, qui s'est fait descendre en flammes. Il y a eu contre lui littéralement une coalition des prix Nobel français. Il y a eu un prix Nobel de chimie, pour déclarer l'homéopathie, ça n'est pas possible, parce que ça remettra en cause tout ce qu'on pense depuis 2 siècles. Jacques Benveniste est décédé, on peut dire dans la tristesse. Il était malade du cœur, mais enfin, il est décédé, il n'avait pas le moral quand il est décédé. Et à l'heure actuelle, un autre prix Nobel français, ce n'est pas n'importe qui, c'est Luc Montagnier, donc celui qui a découvert le virus du sida, qui déclare publiquement, sans se cacher, pour que mes recherches continuent d'avancer, j'utilise les idées proposées il y a 25 ans par Jacques Benveniste. Et ça montre bien la nécessité d'ouverture. Quelle est votre position justement sur l'homéopathie ? Sur l'homéopathie, moi, je me contente de constater que là aussi, qu'il y a des expériences qui marchent. En particulier, des expériences qui sont à fondement statistique, où toute la conclusion repose sur des calculs mathématiques. Ça, les statistiques, c'est mon job, c'est ce que je sais faire le mieux. Et quand j'étudie les calculs statistiques de l'homéopathie, eh bien, je me dis, ça tient la route. Oui, certains parlent d'effets placebo, mais les animaux, par exemple... Non, l'effet placebo... Ça fonctionne pas. Ça ne suffit pas. Non. L'effet placebo, ça peut suffire pour expliquer la réussite de l'homéopathie dans un cas. Pour une personne. Pour une personne qui est mal dans sa tête, à qui on dit, écoutez, on a tout essayé pour vous débarrasser du rhume des foins, on va essayer l'homéopathie. Alors là, l'hypothèse de l'effet placebo est peut-être admissible. Mais quand on fait des expériences quantitatives qui portent sur des dizaines et des dizaines de cas, et quand on fait l'analyse statistique, là, il ne peut plus être question d'effet placebo. Alors, Jacqueline Bousquet nous parlait justement de la mémoire de l'eau. Oui, c'est cela. C'est le nom qu'on a utilisé pour décrire les résultats des expériences de Jacques Benveniste. Et elle nous expliquait, quand on disait par exemple à l'eau, à une bouteille d'eau, je t'aime ou je te bois avec plaisir, et qu'on prenait une autre bouteille à côté et qu'on lui disait rien, on buvait l'eau comme ça, il paraît que en analysant la bouteille à laquelle on avait dit je t'aime, il paraît qu'on voyait des cristaux. Alors là, c'est peut-être un peu audacieux. Oui, je sais pas. Moi, je n'ai jamais vu publier de tels résultats dans des revues scientifiques sérieuses. Ah oui. Par contre, on va y revenir une fois de plus. Dans les expériences de Jacques Benveniste, eh bien, il y avait des molécules d'eau, et c'est pour ça qu'on a parlé de mémoire,
Oui. des molécules qu'elles avaient contenues autrefois. C'est l'illustration pour bien se faire comprendre de ceux qui nous écoutent. Vous mettez un sucre dans un verre d'eau. Mhm. Bon, il y a des grains de sucre. Vous divisez le verre d'eau en deux, vous faites 2 verres d'eau. Ouais. Il y a un peu moins de sucre dans chaque moitié. Mhm. Puis vous continuez à faire comme ça. À la fin, il n'y a même plus un grain de sucre. Hein. Ah oui. Et pourtant, si vous buvez l'eau, elle est toujours sucrée. Mhm. C'est ça la théorie de la mémoire de l'eau. Ouais, c'est curieux. Certains disent que nous avons des éléments de preuve, mais que nous pourrions nous servir de ces éléments pour aller beaucoup plus loin dans nos certitudes et dans la recherche. Alors ça, c'est un peu le point de vue des chercheurs en parapsychologie de nos collègues universitaires américains, qui disent on ne connaît pas véritablement les mécanismes des phénomènes. Donc on ne peut pas les provoquer à volonté. Et cependant, on en sait assez pour tenter de s'en servir. Ouais. Et donc c'est pour essayer un peu de pifométrer, mais ça doit arriver à marcher. Et ça, c'était l'état d'esprit de tous ceux qui ont travaillé au fameux programme Stargate Ouais. à partir de 1976. Un programme dont on a entendu parler que plus de 20 ans après, puisqu'il était financé par la CIA, par les services secrets, où il s'agissait d'utiliser certaines formes de voyance dans un but d'espionnage. Eh bien, quand les gens de la CIA sont allés voir en Californie, à Stanford, des physiciens comme Harold Butoff qui justement étudiaient certaines formes de voyance, Harold Butoff leur a dit je ne peux pas vous dire que je réussirai chaque fois que vous me le demanderez, mais je peux vous dire que on peut s'y mettre, on peut effectuer des tentatives, et ça devrait quand même marcher suffisamment souvent pour vous convaincre. Alors justement, que pensez-vous des sorties astrales, de la tradition Alors, des... la sortie astrale, c'est une expression qui n'a pas beaucoup de sens pour moi. La sortie de corps, alors? Non, mais justement, sortie astrale, Ouais. c'est une chose, hors du corps, c'est autre chose. Hein. Tout à fait. Parce que la sortie astrale, ça renvoie à des concepts religieux, Oui. donc à une interprétation des phénomènes. Or, un scientifique, là aussi je l'ai dit avec insistance il y a un moment, se refuse à interpréter les phénomènes à l'intérieur d'un système philosophique ou religieux. Alors on va dire sortir hors du corps. Oui, alors là, le hors du corps, là, il n'y a pas de problème. C'est une expression qui convient. Qui convient, là aussi, pour décrire, pour rendre compte du vécu de certaines personnes. D'ailleurs, dans mon livre, je commence par justement le hors du corps, par le premier témoignage que j'ai eu l'occasion d'étudier, qui est celui d'une de mes étudiantes, Oui. qui a voulu faire la sieste après avoir passé un examen. Vous voyez, on est parti au ras des pâquerettes. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, tout simplement, elle avait dans sa chambre une armoire, sans plafond, une armoire qui était ouverte du haut. Ouais. Et donc, pendant qu'elle faisait sa sieste, elle s'est aperçue que le rangement de cette armoire avait été complètement bouleversé. Ces pullovers qui, à l'origine, étaient sur l'étagère du bas se retrouvaient sur l'étagère du haut. Ouais. Et évidemment, depuis son lit, elle ne pouvait pas voir ça. C'était sa maman qui avait profité de l'examen pour mettre un peu d'ordre. Oui. Vous voyez, mon premier hors du corps, ça a été ce cas-là. Et puis, mais alors par contre, j'ai eu l'occasion d'en étudier un qui est beaucoup plus fort. C'est celui d'un monsieur que je nomme sous un prénom qui respecte son anonymat dans mon livre, Ouais. mais c'est un cas qui par ailleurs est assez connu. J'ai été le premier à recueillir le témoignage parce que tout simplement ce monsieur m'avait entendu à la radio et qu'il m'a fait confiance, et il m'a apporté le témoignage plus de 40 ans après l'événement. Donc alors qu'il était jeune, ce monsieur, et qu'il était militaire, il a été blessé très sérieusement. Un accident, un fusil qui est parti au moment où il n'aurait pas dû le faire. Ouais. Il s'est retrouvé sur une table d'opération à l'hôpital militaire et il a assisté à toute l'opération chirurgicale, et il a même vu la plaque portant le nom du fabricant qui était sous la table d'opération. Ah, Jean Morzel. Ah, voilà, c'est ce que vous le nommez. Oui. Effectivement, moi
j'ai eu la chance vraiment d'être le premier à recueillir le témoignage de Jean Morzel en dehors de son cercle familial. Il en avait un peu parlé autour de lui, mais je suis le premier scientifique à qui il en a parlé, et c'est un cas qui est reconnu à l'échelle du monde entier, puisque Jean a été invité plusieurs fois à aller parler au-delà des océans. Oui, il nous a apporté son témoignage ici à la radio il y a quelque temps déjà. Oui. Ça, c'est un témoignage qui, à propos de Hors du corps, est aussi fort que que le cas de Pamela Rose à propos de NDE au sens strict. Pamela Reynolds. Oui, Pamela Reynolds. Pamela Rose, je crois que c'est... Non, c'est Pamela Reynolds. Oui, c'est ça. Voilà. Le témoignage de Jean, c'est quelque chose. C'est sûr. C'est un monument de ce domaine, de ce territoire particulier de la science. Il s'en souvient vraiment comme si c'était aujourd'hui. Hein. Il vit son expérience. Hein. Ah oui, ça, il a vécu. Mais vous pensez qu'il a porté ça pendant des années. Bon, ça le soulageait un peu d'en parler dans sa famille, mais c'est autre chose. Je l'ai constaté aussi par exemple, avec certains tests que j'ai fait sur des voyants. C'est une chose de porter les phénomènes, et une autre chose d'avoir en face de soi des scientifiques qui sont qualifiés et qui vous disent oui, vous ne rêvez pas, ce que vous avez vécu, ça ne relève pas du fantasme, c'est bien réel. Oui, parce qu'il faut penser aux gens qui ont vécu cette expérience, ces expériences d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en font? Il faut quand même que quelque part, ils aient des gens en face d'eux pour les comprendre. Oui, c'est ça, il est essentiel justement, ça renvoie à la nécessité d'ouverture des scientifiques que nous évoquions tout à l'heure. Il est nécessaire que ces gens soient entendus par des scientifiques. Parce que supporter ça, avoir ça au fond de soi, c'est très très difficile à vivre. Pour la bonne raison que finalement, bien qu'on en parle beaucoup, ces phénomènes ne sont pas intégrés socialement. C'est bien dommage. La société, elle est justement sous l'influence du scientisme, elle fait que ces phénomènes n'existent pas, ils n'ont pas le droit. Or, quand ça vous arrive à vous, vous pouvez avoir un prix Nobel qui vous raconte que ça n'a pas de sens, ben vous l'avez vécu. Tout à fait. Et donc, le prix Nobel, il peut toujours continuer de parler, il ne fait que vous déstabiliser davantage. Encore aujourd'hui, c'est quand même tourné en dérision. D'ailleurs, ça me fait penser à Patricia Daré chez Ruquier, qui s'est fait un peu chahuter. Oui, bon, alors moi, je regarde pas trop le non. N'est-ce pas? Mais, bon, parce que je trouve qu'il y a d'excellents livres à lire le soir. Tout à fait, vous avez raison. Mais effectivement, Patricia Daré, je sais qu'elle s'est fait descendre en flamme. Vous n'êtes pas le premier à m'en parler. Ouais. J'ai eu pas mal d'échos de ce côté-là. Peut-être aussi ne s'y prend-elle pas aussi habilement qu'il le faudrait. Oui, en fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est son affaire. Hein. Ouais. Mais toujours est-il, effectivement, elle a été descendue, et puis il est bien connu que dans l'équipe de Laurent Ruquier, il y a un psychanalyste qui est plein de vanité et de suffisance, et qui se comporte comme tous les imbéciles, c'est-à-dire qu'il parle doctement de dossiers dont il ne connaît rien. Exactement. C'est ça le problème. Oui. Attention, c'est ça. Les gens n'y connaissent rien. Et voilà, c'est ça le problème. Ouais. Alors, parmi tous les scientifiques qui ne connaissent rien, il y a ceux, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui n'y connaissent rien de bonne foi, et qui disent, la voyance, la télépathie, ça tient pas la route. Quand on vous demande pourquoi vous dites que vous venez nous raconter que ça tient pas la route, ils vous répondent, parce que c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant. Oui. Alors ceux-là sont de bonne foi, mais si on leur dit, écoutez, informez-vous, ils peuvent changer d'attitude. Et puis alors il y a ceux qui sont véritablement l'équivalent, aussi dur que soit le mot, de négationniste. Moi j'ai connu un astronome, bon c'est un peu brutal, un peu vulgaire, mais un astronome, quand on lui disait, vous êtes chez vous dans votre jardin, et il y a un ovni qui se pose. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Et qui a répondu, le plus sérieusement du monde, non plus en se croyant intelligent mais fin, je me souviens que j'ai besoin de faire pipi, je me tourne contre le mur. Ah
Alors avec des gens comme ça, effectivement, Oui, non. je me dis qu'on n'est pas prêt d'avancer. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie d'Yves Lignon qui a publié un ouvrage, La vie et après, aux éditions Le Papillon Rouge. Les ovnis, vous les avez étudiés, je suppose? Non, les ovnis, c'est pas trop... pas ma tasse de thé. Non. Même si j'ai un certain nombre de relations dans les milieux scientifiques qui s'intéressent aux ovnis. Vous savez qu'en France, on a la chance au Centre national d'études spatiales, chez notre NASA, d'avoir un service qui étudie les témoignages ufologiques. C'est le GEPAN. C'est le GEIPAN, oui. Bon, j'ai des amis au GEIPAN, y compris à la direction, mais franchement, si un témoignage ufologique m'arrivait, je dirais pas que j'ai un besoin naturel urgent à satisfaire, mais je dirais justement, adressez-vous de ma part aux gens du GEIPAN. Moi, je suis bien plus passionné par un témoignage sur la voyance. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, vous aviez fait à une époque une étude avec Madame de Châtelet. Voilà, Madame de Châtelet, qui est, je pense, une très grande voyante, qui est aussi quelqu'un de très modeste, puisque finalement, elle a été fort peu médiatisée. Mais Yolande de Châtelet, bon, j'ai parlé d'elle très souvent, moi, dans les médias et dans mes livres, parce que c'est une sacrée voyante. Ouais. Et sur le plan humain, c'est quelqu'un qui s'est toujours montré d'une incroyable disponibilité. Je vous assure que, bon, je connais Madame de Châtelet depuis une trentaine d'années maintenant, je lui ai proposé quelquefois des expériences qui étaient ennuyeuses, et encore en disant ennuyeuses, on est loin en dessous de la vérité. Ah oui, à ce point-là. Elle a toujours accepté avec le sourire, et elle a toujours réussi. C'est ça, c'est formidable, c'est formidable. Oui, là j'ai une anecdote, vous voyez, à laquelle je tiens beaucoup. Je lui proposais à une époque des expériences à base de divination de cartes, de symboles portés par des cartes. Bon, c'est un grand classique en parapsychologie scientifique quand on étudie la voyance. On a un paquet de cartes dans le tiroir du bureau, et on demande alors sur la première carte qu'est-ce qu'il y a, quel symbole, est-ce que c'est un cercle, est-ce que c'est un carré, etc. Et moi, les cartes que j'utilisais, elles étaient simplement peintes uniformément avec une couleur de l'arc-en-ciel. Donc il fallait me dire la première carte est bleue ou la seconde carte est orange. Bon. Et Madame de Châtelet réussissait ça très bien. Il y avait un paquet de 42 cartes. Alors pourquoi 42 ? Pour des raisons de calcul mathématique, tout simplement, pour étudier les résultats statistiquement. Et Madame de Châtelet venait me voir tous les jours à l'université, tous les matins. Et moi, chaque après-midi, je remélangeais le paquet en pensant au test du lendemain. Et puis un jour, un mercredi, je m'en rappelle comme si c'était hier, donc un peu énervé par son haut degré de réussite, je dis tiens, je vais la piéger. Pour demain matin, je ne mélange que la seconde partie du paquet. Les 21 premières cartes, ça va être les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand elle est arrivée le lendemain, avec le sourire qui ne la quitte jamais, elle m'a dit, aujourd'hui on va aller beaucoup plus vite, je vais commencer à la 22e carte, parce que les 21 premières, ce sont les mêmes qu'hier. Vous voyez tout à fait. Et bien ça montre sa disponibilité, sa gentillesse, et puis c'est quelqu'un qui aurait parfaitement pu exercer la voyance à titre professionnel. Il n'y a pas de raison. Être voyant, c'est un don naturel. Comme il y a un don pour la musique ou pour les mathématiques. Moi, j'ai gagné ma vie en enseignant les mathématiques parce qu'il paraît que je n'étais pas trop mauvais pour faire ça. Eh bien, il n'y a pas de raison objective pour que quelqu'un qui a un don de voyance n'en fasse pas un métier. Tout à fait. Ça peut être compliqué en pratique, mais enfin, il n'y a pas de raison d'avoir un préjugé. Bon, mais Madame de Châtelet a toujours fonctionné bénévolement. À condition d'être honnête. Oui, bien sûr.
Non, si on veut en faire un métier, bon, je le disais à l'instant, c'est difficile parce que on sait depuis les recherches américaines d'avant la guerre que la voyance, ça fonctionne de manière séquentielle. Autrement dit, si vous voulez en faire un métier, vous êtes obligé de renvoyer très souvent des gens. Oui. Et alors après Exactement, quoi, si vous recevez seulement une personne dans la journée, puis s'il se passe 2 ou 3 jours sans que ça marche, est-ce qu'il vous reste de quoi faire manger la soupe? C'est ça le problème. Ça, voilà, ça c'est un problème. Hein. Si on veut en faire un métier, il y a des côtés pratiques qui rendent les choses difficiles. Mais sur le plan des principes, il n'y a aucune raison de s'y opposer. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui se transforment en charlatans du jour au lendemain. Bien sûr, bien sûr. Mais le meilleur, on peut très facilement détecter les charlatans. Hein. Il suffit de constater que un charlatan, c'est celui qui dit « Moi, je fais de la voyance tous les jours de la semaine, de 8h à midi et de 2h à 6h. » Ah oui, tout à fait. Là c'est aussi simple que ça. Un véritable voyant peut être disponible toute la journée, mais il ne peut jamais garantir que son don va s'exprimer face à quelqu'un. Ils sont rares, hein, ceux qui... Ils sont très rares, et puis les voyants qui acceptent de rencontrer des scientifiques sont tout aussi rares. En dehors de Yolande de Châtelet, il n'y a qu'un cas en France, et c'est celui de Maucristin. Oui. Vous avez connu Hélène Bouvier? Non. Je n'ai pas eu l'occasion. Là, peut-être est-elle aussi voyante, je n'en sais rien. Bon, je sais qu'elle était très réputée, mais elle était réputée dans les milieux spirites. Oui, c'est vrai. Et là encore, de nouveau, on a le problème que j'ai déjà soulevé à plusieurs reprises, à savoir, on se place à l'intérieur d'un système de pensée religieux, philosophique, donc on donne un sens au phénomène. Bien sûr, il n'est pas question de refuser le droit de croire à quoi que ce soit, mais de se dire que quand on a la foi, ça peut biaiser l'approche de la réalité. Donc vous avez travaillé avec Maud Christen? Oui, j'ai fait quelques petites expériences avec Maud Christen, quelques expériences très intéressantes. J'ai raconté ça aussi dans un autre livre. Mais évidemment, les grandes expériences de Maud Christen se sont faites à l'étranger. D'accord. Parce que elle a eu la possibilité de se rendre aux États-Unis, elle a eu la possibilité aussi de se rendre à Édimbourg, à l'université d'Édimbourg. Il y a un très très important laboratoire de parapsychologie, et c'est là qu'elle a fait les belles expériences. Avec moi, elle a fait de petites choses très réussies, mais qui ne sont que de petites choses. Ils sont plus ouverts, nos voisins étrangers? Oui, ça doit être une question là aussi d'idéologie dominante, mais il est indiscutable que la France est le seul pays industriel qui est encore très fermé à l'égard du paranormal. Ah, tout à fait. Et là, il y a des laboratoires vraiment de parapsychologie dans tous les pays industriels, et même pas seulement dans les pays industriels. Au mois d'août, là, je dois rencontrer quelqu'un qui doit passer en France, qui vient d'Argentine, qui est un scientifique qui vient d'Argentine. Mais enfin, l'Argentine, c'est pas des États qui dominent le monde. Non, tout à fait. Et pourtant, là-bas, il y a de laboratoires de parapsychologie. Yves Lignon, vous avez un message à adresser aux auditeurs qui sont en recherche? Oui, je ne peux que répéter que les phénomènes existent, mais qu'il ne faut pas se laisser aller à des interprétations abusives. Il faut avoir le courage d'admettre que la question est incontournable, mais que la réponse, ce n'est peut-être pas notre génération qui la trouvera. Une dernière chose, que pensez-vous des recherches en sciences quantiques? Des recherches en physique quantique. Voilà, en physique quantique. Alors là, écoutez, la physique, ça m'est aussi étranger que le football. Non, mais par contre, je suis au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait. Donc, il y a maintenant presque 40 ans, parce que ça a commencé en 1974, que certains physiciens quantiques ont dit, théoriquement, le paranormal, ça tient la route. Ouais. Et il y a des gens très importants. Par exemple, moi, j'ai rencontré un physicien français qui disait cela, qui se nommait Olivier Costat-Bourgard. Ah oui. Directeur de recherche au CNRS. Et pour situer Olivier Costat-Bourgard aux yeux des auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est le seul physicien français à
avoir été l'élève d'Einstein. Tout Vous voyez, ça n'est pas n'importe qui. Donc Olivier Constant-Bourgard, quand on lui disait alors ces expériences de voyance, oh là là, qu'est-ce que c'est discuté, il y a des gens qui disent toujours qu'il manque un boulon quelque part, qu'est-ce que vous en pensez? Il disait, moi, je n'en pense rien, pour la bonne raison que je sais que théoriquement c'est possible. Bon, alors, voilà. Et en disant cela, il ne faisait que reprendre la déclaration d'un prix Nobel britannique qui s'appelle, le nom m'échappe, c'est quelqu'un qui a été prix Nobel à 33 ans et qui disait la même chose. Alors je suppose que vous avez des projets. Oui, j'ai des projets, j'ai des tas et des tas de témoignages à étudier. J'ai à peu près 400 témoignages en retard dans mon ordinateur. Vous voyez, j'ai des projets d'expérience aussi. Oui. Bon, j'ai en particulier un projet, on en a parlé, donc comment ça, de travail sur la transcommunication. Si les gens qui pratiquent la transcommunication veulent bien se montrer disponibles. On va lancer un appel. Je ne manque pas de projet. D'ailleurs, bon, je suis septuagénaire, nous disions, mais un scientifique, c'est quelqu'un qui ne prend jamais sa retraite. C'est toujours quelqu'un qui un jour, bon, est un peu trop vieux pour continuer à donner des cours, pas pour continuer à chercher. Non, tout à fait. Faut chercher tout le temps. On peut vous retrouver sur Internet? Alors, sur Internet, il y a un site, il suffit de taper laboratoire de parapsychologie de Toulouse pour trouver ce site. Mais ce n'est pas un site sur lequel on vient se disputer, ni un site sur lequel on trouvera une critique de la dernière émission de télévision dans laquelle on a parlé de paranormal. C'est un site d'information sur lequel on trouve des documents de fond, des comptes rendus d'expériences récentes ou anciennes, des choses comme ça. Alors, des séances de signature pour votre livre La vie et après, publié aux éditions Le Papillon Rouge, je le rappelle. Alors, peut-être dans ma région, parce que comme je le disais, j'ai des problèmes de santé chez ma compagne, et qui font que je peux me déplacer difficilement. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je donne systématiquement, chaque fois qu'on me le demande, et on me le demande souvent, des conférences au profit d'actions caritatives. Ah, c'est bien. Que ce soit Restos du Cœur. D'ailleurs, ma conférence annuelle pour les Restos du Cœur, ça a longtemps été une tradition de mes étudiants en maths. Bon, Restos du Cœur, Secours populaire, etc. Parce que c'est vrai que les sujets sur lesquels je travaille passionnent le grand public. C'est sûr que ça intéresse nos contemporains. Mais puisque ça les intéresse, autant en parler en public, mais autant que ce soit au bénéfice de quelque chose. Très bien. Donc il suffit de me contacter à partir justement du site du laboratoire de parapsychologie de Toulouse. On trouve directement mon adresse, de m'écrire, et là pour ça je me déplace, et je précise que je prends tous mes frais de déplacement à ma charge. D'accord. Merci Yves Lignon d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage et à bientôt. Merci à vous et d'accord pour à bientôt. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.